disparition d'un camarade. L'actualité internationale sera de la partie plus la page sport et dans la deuxième partie, le journal de l'économie et en fin d'édition, la revue de la presse. Bonjour et bienvenue. Les paysans du Sine Saloum exigent la démission du ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck, qui selon eux ne connaît que le riz, a fini d'hypothéquer la filière arachidière dont il ignore la chaîne de production et de commercialisation. Écoutons Cheikh Tidiane Cissé, le secrétaire général du syndicat des paysans du Sine Saloum, au micro de Mamadou Mokhtar Sarr. Nous, population du bassin arachidier, nous réclamons un ministre de l'Agriculture. Du fait que ce monsieur de l'agriculture, moi je l'appelle monsieur Sénégal Rice, parce que lui, il ne connaît que le riz. Donc nous, en tant que population du bassin arachidier, nous sommes confrontés à des difficultés de commercialisation de nos arachides. Parce qu'à l'état actuel, on nous a fixé le prix à 200 francs, mais sincèrement, moi je pense que ceci n'est rien par rapport à la situation qui devait se faire. Du point de vue qu'on n'a ni des partenaires qui seront là pour acheter nos arachides. Et je pense qu'à l'état actuel où nous vendons l'arachide à 150 francs, ça risque de chuter plus bas que ça. Donc, en tant qu'autorité, je pense que nous interpellons le président de la République. Donc, si toutefois, nous, en tant que population du bassin arachidier, du Sine et du Saloum, nous comptons pour nos arachides, et que par contre, il ne peut pas nous les acheter, je pense qu'on prendra nos responsabilités au moment venu. Ce ministre-là, moi je pense qu'il n'est pas à la hauteur. Tu ne le vois jamais confronter le monde rural pour savoir ce qui se passe. Et ce qui me déplaise le plus, c'est son conseil technique, qui est en train de dire que c'est de l'arachide tel Nior qui est là, qu'on est en train de vendre. Moi, je pense qu'il ne sait pas ce qui se passe dans le monde rural. Le monde rural a récolté ses arachides et ils sont là en train d'être dans les maisons et on n'a pas d'acquéreur pour les vendre à un bon prix. Donc, s'ils disent qu'ils vont acheter l'arachide à 200 francs et que par contre, cet arachide, on n'a pas de partenaire pour les acheter, ceci n'est rien d'autre que du n'importe quoi. Et on veut leurrer le monde paysan. Et ça, nous le dénonçons jusqu'à la dernière. C'est d'où les femmes qui s'activent dans la riziculture perdent l'espoir. Leurs efforts sont anéantis par des troupeaux en transhumance dans la zone qui ont détruit des périmètres rizicoles. Les victimes interpellent les autorités dans cette correspondance de Lamine Bayo. Une œuvre de plusieurs jours effacée en un jour. C'est ce spectacle désolant qui s'offre à nous dès notre visite dans les périmètres rizicoles de Goudiabia. Cette maman que vous voyez comme ça, s'appelant Mouskeba Kao, une sexagénaire, nous montre avec le cœur serré, voire la mort dans l'âme, le passage des bêtes en divagation qui n'ont rien laissé dans ces rizières. Derrière elle, plusieurs femmes aussi sont victimes, Goudiabia, Bunkilindjola, entre autres. Je suis vraiment désolé, c'est la mort dans l'âme. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé que vraiment mes efforts ont été anéantis par le passage de ces bêtes. C'est des bêtes en divagation qui vraiment anéantissent tous nos efforts. Vous voyez la peine que nous rencontrions dans ces rizières. Nous sommes soutiens de famille et dans cette situation du genre. Ces parcelles ainsi détruites sont des périmètres d'essai du projet PAPSEN et les semences doivent être remboursées, d'où la tourmente de ces femmes. Ces parcelles qui sont détruites sont des périmètres d'essai du projet PAPSEN. On nous a donné des semences pour tester avec nous. Nous sommes tenus vraiment de les rembourser après la récolte. Vous voyez ces périodes de moisson qui sont des périodes vraiment très attendues dans les villages. Si aujourd'hui vraiment tout ce que nous venons de faire, c'est comme zéro. Nous n'avons aucun soutien, nous n'avons absolument rien du tout. Actuellement, ce que nous pouvons, c'est de tendre nos mains et d'attendre vraiment l'assistance et l'aide des gens. Les dégâts causés par l'incursion des bêtes dans les périmètres rizicoles se répètent dans la région de Sédhiou. Souvent, des prix s'en suivent. Pour ce cas, ces mamans ont décidé d'aller au bout pour que la justice soit faite. Pour rappel, une femme dans le Boudié a perdu sa vie suite à la découverte de ses efforts anéantis.
Sidjou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Lamine Bayo, dans le Rosso Peul, le département de Dagana est vidé de la plupart de ses occupants. Composé en majorité d'éleveurs, les habitants ont fui le village à la recherche de pâturage, nous dit Aboukan dans cette correspondance. Rosso Peul est ce quartier périphérique de la commune de Rosso Sénégal qui est aujourd'hui vidé de ses occupants et pour cause dans ce patelin composé en majorité d'éleveurs. Les populations ont déserté les lieux à la recherche de pâturage. Koumba Sow est conseillère départementale et porte la parole des populations de cette localité. Le problème encore, c'est le problème de l'herbe. Parce que nous sommes des peuls, nous sommes avec nos animaux et nous n'avons pas vraiment un appui de l'État, nous n'avons rien. Et vraiment, nous vivons dans d'énormes difficultés en ce moment. Les peuls, la majeure partie, sont à la recherche de l'herbe. Il n'y a pas plus cette année et ça leur a posé beaucoup de difficultés. Et l'État aussi n'a pas apporté vraiment de l'aliment bétail comme il le faut. Et nous n'avons pas bénéficié de ce aliment bétail comme il le faut. Les hommes sont partis et ils ont laissé ici les femmes. Sans rien, vraiment, l'État doit apporter un appui à cette population. L'autre fléau qui aujourd'hui empêche l'épanouissement des populations de Rosso Peul est que leur cadre de vie n'est pas les mieux lotis. Ici, l'énergie électrique et le liquide précieux constituent un luxe chez les populations locales. Jusqu'à présent, là où nous vivons, nous n'avons pas de l'eau. Et peut-être que l'individu ne peut pas vivre sans l'eau. Et vous voyez que l'électricité nous a traversé ici jusqu'à Tiagar ou bien dans les autres zones. Nous ne pouvons pas bénéficier de cette électricité et ça nous a posé d'énormes difficultés parce que la nuit on a peur parce qu'il y a l'agression du bétail et ce que nous voulons qu'on fasse pour nous c'est qu'on nous apporte de l'eau et de l'aliment bétail parce que le peuple s'il y a de l'aliment bétail pour son bétail il ne manque rien pour lui. Ces populations qui aujourd'hui manquent le minimum et qui vivent dans un dénuement total ne cessent de scruter le ciel pour une aide divine afin que soit mis définitivement fin à leur souffrance. Ici Rosso Peul, Aboukan pour la télévision Walfadjri. Direction Diakhaossine où des jeunes fustigent la gestion du maire de la localité confronté à un problème d'insalubrité, de manque d'éclairage public et d'insécurité. Le maire, toujours aux abonnés absents, est prêt à envoyer les gens en prison selon les jeunes qui exigent la libération de leur camarade Cheikh Diouf. Écoutons à ce propos Babacar Ngom au micro de Mamadou Mokhtar Sarr. Bon, Yara a rencontré beaucoup de problèmes. Ça, on le sait. Vous voyez, il y a des élèves qui sortent partout après-midi, on ne sait pas où se trouve le lycée. Il y a problème de classe. Yara, ça semble comme des villages qui n'ont électrifié. Parce que bon, on ne voit que des lampes dans des maisons. Mais sur le public, on ne peut pas avoir rien de lampe. Yara est très sale. Vraiment, il est très sale. Que des gens, bon, il y a des gens qui organisent presque, c'est-à-dire même les apolitiques là, ils organisent des manifestations, ensuite des journées culturelles pour balayer le public. Il y a le dispensaire qui est là. Bon, il n'y a pas de l'équipement médical. Ça ne suffit pas. Bon, en résumé, on peut dire que Diakha rencontre beaucoup de problèmes. Quand nous sommes ici, nous ne pouvons pas encore citer tous les problèmes. Le maire n'a rien fait. Ça, on le dit haut et fort. Le maire n'a rien dit, n'a rien fait. On n'a rien vu ce qu'il a fait ici. Bon, l'ultimatum a été déjà dit. Ils ont dit que 24 heures. 24 heures, nous allons accélérer donc la cadence de manifester. Oui. Je veux parler un peu du problème de Cheikh Diouf. On ne sait pas pourquoi il l'a condamné. La cause. Ça, c'est illégal. C'est pas légitime. Ça, c'est pas conformément à la loi. Nous demandons la libération de Cheikh Diouf. Le fond du problème, c'est l'arrestation de Cheikh Diouf. Hein? Nous le donnons, comme l'a dit l'Adgrand, nous le donnons d'ici 24 heures pour qu'il libère Cheikh Diouf encore. Hein? Il faut qu'il libère Cheikh Diouf. Parlons éducation avec l'Organisation pour la promotion des enseignants du Sénégal qui est mécontente du ministre de l'Éducation Serigne Mbaye Thiam. Ses responsables en marge de leur bureau exécutif national ont dénoncé la discrimination par rapport au choix des permanenciers et le retard dans la mise en application du plan de carrière des enseignants qu'ils imputent à leur tutelle. Écoutons à ce propos Seydou Aboussi, le secrétaire général de l'OPEZ, au micro de Théodore Semedo.
Nous sommes un peu déçus aussi par rapport à une autre question liée aux indemnités, parce que la question de la validation ne concerne pas tous les enseignants, ça concerne seulement les corps émergents, alors que les fonctionnaires attendent depuis toujours que l'État termine l'étude sur le système de rémunération des fonctionnaires pour relever les indemnités, parce que les enseignants subissent une injustice par rapport à ces indemnités-là. Dans le protocole, il était dit que ces études seront terminées avant ce mois de décembre, mais malheureusement, nous avons entendu le ministre dire que les études vont commencer bientôt. Donc ça veut dire que c'est comme si l'État jouait avec le temps. L'organisation pour la promotion des enseignants du Sénégal que je dirige continue toujours de subir une injustice au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Voilà 2 ans que nous avons créé notre organisation syndicale, que des faveurs ont été accordées à des organisations syndicales et ces faveurs-là nous sont refusées. Qu'en 2015, il y aura des élections de représentativité et que ce mois de décembre, on procédera à la refonte du fichier des corps émergents, ce qui nécessitait que les organisations se déploient dans le pays pour pouvoir gérer leurs militants. Nous, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas d'enseignants disponibles. Tous nos militants sont dans les classes. On est même tenté de se poser la question de savoir est-ce que M. Cherim Mbaye Thiam est en train de gérer le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation, les choses ne bougent pas. Maintenant, nous attendons incessamment que cette formation diplômante reprenne pour permettre aux ingénieurs adjoints qui attendent d'être formés. Il y a également d'autres catégories d'enseignants qui sont dans le système, qui ne bénéficient pas encore de diplôme professionnel. Nous allons parler donc des graves incendies qui se sont déroulés à Darou Ndioufeu, localité de Bala, sur la route nationale numéro 1, à 41 km de Tambacounda. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. Des chambres, des vivres ont été réduits en cendres. Les sinistrés appellent une aide urgente. Nous allons écouter les réactions de ces sinistrés qui sont recueillies par notre correspondant Alassane Diallo. Vraiment, ici, on a tout perdu. Nous sommes très fatigués. Nous avons perdu nos lits, nous avons perdu tout ce qui se trouvait dans la chambre. Vraiment, tout ce qu'on a cultivé, on a tout perdu. Tout est perdu. Tout, du riz, du maïs, tout. Vraiment, on n'a plus rien. On est dans la pauvreté. Même les habits que j'ai portés, on me l'a prêté. On est là assises. Vous voyez, nous passons la nuit en plein air. Vraiment, nous demandons vraiment de l'aide aux autorités. On est très fatigués. Nous croyons en Dieu. Mais nous sommes très fatigués. Que les gens nous viennent en aide. On est très fatigués. Nous sollicitons de l'aide. Vraiment, que les gens viennent nous aider. Vraiment, les enfants n'ont plus de quoi manger, de quoi porter. Surtout avec cette fraîcheur. Nous passons la nuit dehors. Vraiment, je viens de la Gambie. Je suis venu chez mon mari. Nous interpellons le président Macky Sall, notre président. De grâce, vraiment, nous sommes des citoyens, nous sommes des Sénégalais à 100%. Aidez-nous, monsieur le président. On a tout perdu. Seul Dieu sait. Vraiment, on ne peut pas tout énumérer. Tout ce que vous avez vu, presque plus de 100 sacs. Vous avez vu mes arachides. On a tout perdu. Vraiment que les gens nous viennent en aide. On n'a plus rien à dire, on n'a plus rien à faire. Tout ce que nous pouvons dire, que les gens nous viennent en aide. On a tout perdu. Nos sacs de maïs, nos sacs d'arachide. Tout, c'est très dur. Tout. C'était donc Ndioufeu qui lance un SOS. L'église protestante de Saint-Louis a célébré ce dimanche la fête des moissons, occasion saisie par le pasteur de l'église protestante de la capitale du Nord pour alerter les autorités sur l'état de délabrement avancé de l'édifice religieux ici au quartier Hor. Le pasteur André Ouattara est avec Gabriel Barbier. La fête des moissons, c'est l'occasion de rendre grâce à Dieu. Et je pense que si aujourd'hui nous sommes arrivés à célébrer encore cette fête, nous devons vraiment remercier le bon Dieu. Parce que quand nous nous levons le matin, quand nous allons au travail et que nous revenons à la maison le soir, je pense que chacun d'entre nous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, servante, doit pouvoir remercier le bon Dieu. On ne peut jamais remercier le bon Dieu, mais on le fait avec ce que Dieu nous a donné. Vous avez vu la croix, vous avez vu l'église. On n'a pas les moyens, mais grâce à Dieu, on a peu. Et ce que Dieu nous a donné, nous allons commencer à construire. Et je lance un appel aussi aux hommes de Dieu, à tous nos parents,
à tous les serviteurs, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui aiment Dieu, que ce soit chrétiens, musulmans, athées, païens, je leur lance un appel pour venir aider l'église de Saint-Louis, l'église protestante de Saint-Louis, paroisse de Khor, de venir nous aider. Parce que construire la maison de Dieu, c'est vraiment rendre grâce à Dieu. Et je ne peux pas habiter dans une belle maison et je vois la maison de Dieu en train de s'écrouler. C'est triste pour moi. L'internationale prise d'otage à Sydney, la police se prépare à une nuit de négociations avec l'homme armé qui s'est retranché avec plusieurs otages dans un café. C'est en Australie. C'est une synthèse de l'actualité hors de chez nous visitée donc par Maman Tanour. Nous démarrons cette page internationale en Australie où un nombre inconnu d'otages est retenu par un homme armé retranché dans un café au cœur de Sydney. Un drapeau islamique noir a été plaqué sur une des fenêtres du café par des otages. L'homme armé aurait demandé un drapeau de l'organisation de l'État islamique selon plusieurs médias australiens. La prise d'otage a commencé vers 9h45 heure locale et dure depuis plus de 12 heures. La nuit est tombée sur Sydney. La police affirme être en négociation avec le preneur d'otages. Retenez que 5 otages se sont échappés du café. La police n'a pas encore confirmé s'il s'agissait d'une fuite ou d'une libération ordonnée par l'homme armé. Et puis l'Union européenne condamne l'offensive de la Turquie contre les médias et considère que les journalistes menés ce dimanche sont incompatibles avec la liberté de presse. 27 personnes ont été interpellées dans un vaste coup de filet contre les partisans du prédicateur islamique Fethullah Gülen, l'ennemi numéro 1 du président turc Recep Erdogan. Cette nouvelle rafle survient un an après le scandale de corruption au sommet de l'État révélé par des écoutes téléphoniques et une fois encore, tous les détails des opérations avaient été annoncés sur Internet. Pour finir, la Belgique totalement figée ce lundi. Pas de train, pas de bus, de tramway ou de métro. Pas de navigation commerciale non plus. Et encore moins d'avions. Quelques vols ont été déviés vers les aérogares les plus proches des pays voisins dans le nord de la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. Sur les routes, des piquets de grève et des barrages filtrants perturbent le trafic. Cette journée de grève nationale fait suite à plusieurs semaines de mouvements par région pour dénoncer les mesures d'économie du nouveau gouvernement. L'actualité sportive à présent avec Cheikh Tidiane Gomis. Bonjour. Bonjour Fatou Dioufay. Football en Europe, le tableau des huitièmes de finale est connu à l'issue du tirage au sort de ce matin. Oui, c'est la Ligue des champions. Le tirage au sort a été effectué ce matin. Et maintenant, on connaît l'affiche des huitièmes de finale. Les deux clubs français qualifiés à ce stade de la compétition, à savoir le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, sont tombés sur des clubs anglais. Et de ce fait, les Parisiens vont rencontrer Chelsea. Rappelez-vous que l'année dernière, Chelsea avait éliminé les Parisiens au stade des quarts de finale. Monaco, les Monégasques auront fort à faire face à Arsenal qui, je vous le rappelle, c'est pour la première fois que ces deux équipes se rencontrent à ce stade de la compétition, même dans cette compétition. Mais le seul choc de cette huitième de finale, c'est le match Manchester City contre le Barça. Et voici les autres rencontres de ces huitièmes de finale. Le FC Bâle, un club suisse, va jouer contre FC Porto du Portugal. Le Leverkusen, club allemand, va se frotter avec le vice-champion d'Europe, l'Atlético Madrid, un club espagnol. La Juventus de Turin, de l'Italie, va jouer contre Dortmund. Schalke 04 va jouer contre le champion en titre Real Madrid, un club espagnol. Et Shakhtar Donetsk, un club ukrainien, fera face au Bayern de Munich.
Football Ligue 2 sénégalaise, suite de la deuxième journée cet après-midi. Oui, effectivement, Fatou Diouf Faye est suite de cette deuxième journée de la Ligue 2. Et voici le tableau qui va vous montrer le programme de cet après-midi. De la suite de cette deuxième journée, retenez bien qu'au stade municipal de Ngor, RS Yoff reçoit l'Union sportive de Gorée lors de la précédente journée. Gorée avait gagné et que Yoff avait fait match nul à Saint-Louis. Donc ça, c'est le seul match qui aura lieu donc au niveau de Ngor. Et à Amadou Barry, il est prévu 2 matchs. La Renaissance de Dakar va jouer contre l'ASFA, les militaires promus. Et donc, en deuxième heure, à 18h, Diego de la SICAP va jouer contre le Duc. Et mardi, déjà, fin de cette deuxième journée, avec un seul match au stade Demba Diop, le Dakar Sacré-Cœur va jouer contre le Ndiambour de Louga. On reste toujours dans cette Ligue 2. Oui, c'est vrai, on reste avec cette Ligue 2. C'est pour dire que le nul, un but partout, obtenu à l'extérieur à Kaolack face à l'AS Saloum, n'enchante pas le coach de Ndarguet. Et là, je vous propose tout simplement, c'est vrai, et ça c'est le programme, comme vous le voyez. Donc c'est le programme de, voilà, les résultats. Ça, ce sont les résultats des matchs qui ont eu lieu hier. Barguet a battu Kayor 3-1. AS Saloum qui fait match nul avec Ndarguet 0-0. On va y revenir sur ce match. Etix qui bat, donc comme vous le savez, Etix qui bat Dara. Donc regardez, on revient sur le match AS Saloum Ndarguet qui s'est soldé sur un nul vierge. L'entraîneur des Saint-Louisiens de Ndarguet n'est pas du tout satisfait. Écoutez-le, je vous le propose. Il est au micro de Matar Sarr. Comme nous sommes venus à l'extérieur avoir un point, donc je félicite mes joueurs, le staff technique, mais aussi je les encourage parce que c'était pas facile dans l'ensemble, mais aller à l'extérieur avoir un point, je crois que c'est quelque chose de positif. Pas trop satisfait quand même, parce qu'on a vu que l'équipe a joué presque sur 2 temps, donc je ne suis pas trop satisfait. Mais comme c'est le début du championnat, on va essayer de rectifier au retour, au fil du temps, que les matchs arriveront. Voilà, donc c'était l'entraîneur de Ndarguet. Donc il s'agit de Idrissa Gueye. Voilà, on reste dans ce match. C'est pour parler de l'AS Saloum qui a fait match nul, mais l'entraîneur Cheikh Fall n'est pas du tout inquiet pour lui. Ce sont ces attaquants qui ont manqué de lucidité dans la surface de vérité. Je vous propose d'écouter Cheikh Fall. Il est au micro de Matar Sarr. Je suis un peu déçu du résultat, vu que aujourd'hui on a joué le premier match à Kaolack. On avait souhaité de prendre les 3 points, mais les dieux du football ont fait que le match se termine par un 0-0. Je crois qu'aujourd'hui, on va continuer à travailler devant les buts surtout, et mes attaquants doivent être très adroits devant le but pour mettre les buts. J'ai ressenti que le public était là, venu nombreux, supporter l'équipe. C'est la chance. On n'a pas gagné ce match, mais on va continuer à travailler pour gagner des matchs à Kaolack. Je remercie Kaolack. L'objectif de Saloum cette année, c'est de monter en Ligue 1. Ligue 1 sénégalaise cette fois-ci, Cheikh Tidiane. Djambar est le nouveau leader à l'issue de la deuxième journée. Oui, effectivement, Djambar de Sali, l'AS Douane sont les seules équipes qui ont réussi sans faute à l'issue de la deuxième journée. Donc cette deuxième journée a pris fin hier. Et donc du coup, l'équipe de Sali et les Gabelous sont respectivement premiers et deuxième au classement. Le Djambar, voici les résultats donc de cette deuxième journée. Djambar de Sali qui a battu Port Autonome de Dakar 2-1 et donc qui signe sa deuxième victoire. AS Douane aussi, pareil, qui a battu le Jaraaf de Dakar au stade Demba Diop. L'UESO NGB, c'était le match choc de cette deuxième journée, mais ce match s'est soldé sur un nul vierge 0-0. Un but partout entre Mbour Petite Côte ex-Touré Kunda et Guédiawaye Football Club. Olympique de Ngor qui gagne à domicile face au Stade de Mbour 2-0. Les Mbourois, attention, donc c'est la deuxième fois qu'ils perdent dans ce championnat. Linguère, sur nos hors de Diourbel,
un but partout. Et le Casa Sport a été tenu en échec par le champion en titre, l'AS Pikine, 0-0 à Kolda. Et voilà, donc, ce sont les résultats de la deuxième journée. Et pour boucler, cher Tidiane, intéressons-nous au tennis Pont de Dakar. Zoom sur la finale simple et sur l'organisation. Oui, effectivement, Fatou Dioufay, le Belge Alexandre Folli a créé la sensation en remportant la finale simple de l'Open de Dakar le week-end dernier. Il a battu en finale le Zimbabwéen Takani Garangana 2-7 à 1. Mais le président de la Fédération sénégalaise de tennis, Issa Mboup, est satisfait du plateau offert par ce tournoi international de Dakar. Je vous propose d'écouter. Ça a été un plateau de rêve. On a eu un Zimbabwéen et un Belge en finale. Ce n'était pas le plateau attendu parce que, comme vous le savez bien, nous avions dans l'attelage un 220e mondial. Et les pronostics, il était tête de série et tout le monde s'attendait à le voir jouer, peut-être probablement avec M. Folli, le Belge qui a gagné, le joueur Folli. Mais le joueur Folli a eu raison de lui en demi-finale, ce qui a fait que nous avons eu un Zimbabwéen. Et je dois dire que nous n'avons pas perdu au change, parce que le plateau que nous avons eu tout à l'heure a été un plateau. Je ne sais d'ailleurs pas si à la finale de samedi prochain, nous aurons le même plateau. C'était digne d'un match de Grand Chelem. Et moi, je suis très ravi de la qualité de ce match. Président Issa Mboup, donc voilà. Et la finale double aura lieu samedi prochain. Donc l'équipe de Walfadjri sera bien évidemment présente lors de cette finale. C'est tout pour le sport. Un grand merci à vous également, cher Tidiane Gomis, qui va céder la place à Nefatou Ndiaye pour le journal de... Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'économie de ce lundi 15 décembre 2014. Le 11 décembre dernier, la communauté mouride a célébré le grand Magal de Touba. À en croire le porte-parole du Khalif général des Mourides de Serigne Bass Abdou Khadre, faire du Magal un jour férié n'est pas fortuit puisque l'événement religieux peut engendrer des recettes estimées à plus de 240 milliards de francs CFA, d'où le caractère typiquement économique du grand Magal de Touba. Pour ce numéro du magazine de l'économie, on va ouvrir une large fenêtre sur ce qu'il convient d'appeler les franchises du nom de ces types de partenariats économiques. Pour simplifier, la franchise consiste pour les entreprises nationales à utiliser, voire emprunter les logos ou bien noms de filiales internationales, ceci bien sûr régi par une clause liant les deux structures. Parlons-en avec M. MSN. Il va nous décortiquer le concept économique appelé franchise. Il est avec mon confrère Seni Diop et Ibungom dans les images. Le franchisé, qui a ce savoir-faire, et bien sûr, le troisième intervenant, c'est le client. Donc c'est un modèle qui est gagnant, qui doit être gagnant-gagnant. Et ce modèle qui doit parfaire ou encore accélérer le commerce de franchisé qui, en contrepartie, paye des royalties. Voilà le modèle de franchise. Les franchises existent dans beaucoup de domaines économiques, sinon même dans tous les domaines économiques. Dans les services, la location de voitures, dans l'alimentation, dans l'industrie, par exemple Kleenex, dans la distribution, même dans la santé, dans les beautés. Et donc c'est pour dire que c'est un modèle d'affaires, de commerce innovant et qui est tout le temps en mouvement. Parce qu'avant on parlait de concessionnaire, mais maintenant on parle de franchise. Et c'est un phénomène nouveau, mondial. Et on peut aussi calculer l'avancement d'un pays, sinon l'économie d'un pays, par rapport à ce nombre de franchisés.
pour ce faire, les États-Unis, et c'est là qu'est née la franchise, et c'est là la plupart des réseaux de franchise, je l'ai dit tantôt dans mon introduction. Puis ensuite, oui. Au Sénégal, est-ce que la franchise est développée? La franchise n'est pas développée. Pourtant, je l'ai dit tantôt, elle existe depuis plus de 50 ans. Quand vous prenez certaines franchises de location de voitures, pour ne citer que Europcar à l'époque, Avis même Hertz, ça fait près de 50 ans qu'ils sont là. Quand vous prenez Kleenex, qui est une marque industrielle, mais il y a longtemps que vous entendez Kleenex. Ces gens-là étaient là exploités et souvent versaient des royalties, mais bon, il n'y avait pas une communication. Et on l'a dit tantôt dans nos travaux, il n'y a pas de communication. D'où cette promotion que veut faire le CNP sur la franchise. Cette association existe depuis 5 ou 6 ans. Maintenant, la réflexion va être poussée davantage. Cette association doit être non seulement regrouper les professionnels de la franchise, c'est-à-dire les franchisés, les franchiseurs, mais aussi les experts de tout ordre, c'est-à-dire les notaires, les avocats, donc tous ceux qui peuvent faire parfaire, les enseignants, les professeurs d'université qui enseignent la franchise. Vous savez que la franchise ne rentre pas avec informel. Parce que la franchise, dans un réseau de franchise, tout est formel, structuré. Et il y a une vision. Et il y a un reporting qui doit se passer. Donc, c'est tout gagnant. C'est certain que certaines franchises internationales fortes poussent les gens à respecter la structure. Mais il n'y a pas que ça. Je l'ai dit tantôt, il y a des franchises nationales. Vous allez en Afrique du Sud, il y a énormément de franchises nationales. Je l'ai dit aussi en Tunisie, ils sont très forts dans la pâtisserie et, comment dirais-je, les dates. Il y a des gens qui ont fait des franchises et sont reconnus partout dans le monde. Et donc, c'est pour dire simplement que parallèlement à ces franchises internationales qui sont incontournables, il y a des savoir-faire dans le pays qu'on peut avoir et qu'on peut développer en franchise et même l'exporter. Alors, est-ce que la franchise est bancable? Élément de réponse avec un directeur de banque, M. Abdelkarim Rakni. Écoutons-le. La banque, quand elle accompagne une opération de franchise, elle a accès aux informations qu'il faut et dans ce cadre-là, elle est capable de l'accompagner de la manière la plus harmonieuse. Deuxièmement, les opérations de franchise mettent en jeu deux partenaires qui sont importants. La franchise qui tient à sa marque, qui tient à la qualité de ses produits et qui garantit un certain nombre de normes de qualité quant à la teneur des produits, quant à la manière de les emballer et de les vendre, ce qui donne les garanties de la satisfaction du marché et donc de l'existence d'un consommateur continu. Et du côté du franchisé, c'est généralement un opérateur, qu'elle soit PME, PMI ou entreprise de taille moyenne ou grande, c'est que généralement c'est un partenaire qui est à cheval sur les normes de la franchise et par conséquent il investit et il a un accompagnement, il est adossé à une grande marque pour pouvoir être au rendez-vous de ce qu'attend la franchise dans le cadre de son rôle. Voilà, c'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci à René Charles Fall qui était et du montage. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah. À lundi prochain, Inch'Allah, Nefatou Ndiaye, merci. À présent, nous allons jeter un œil sur la presse nationale. C'est avec Gorgui Samba Ndiaye. Bonjour.
Le dossier ArcelorMittal et Petrotim qui oppose le pouvoir à l'opposition, principalement à Maître Abdoulaye Wade, suscite encore et toujours le débat. Le Premier ministre du Sénégal s'en mêle et apporte sa part de vérité. Macky envoie son Premier ministre au charbon, note Walfadjri. Dans les colonnes du Canard du Front de Terre, Mohamed Boun Abdallah Dionne dira à qui veut l'entendre qu'ArcelorMittal a payé 150 millions et non 200 millions de dollars, comme le soutient Maître Abdoulaye Wade. Et poursuit-il, ces 150 millions de dollars ont été affectés à des investissements prévus dans le cadre du plan Sénégal émergent. Cela dit, avertit Mohamed Boun Abdallah Dionne, le gouvernement n'acceptera plus de se laisser traiter de tous les noms d'oiseaux sans réagir parce qu'il y a des lois dans ce pays. Nous défendrons la République comme ce fut le cas le 23 juin. Et si Wade persiste dans ses déclarations, la loi s'appliquera à lui, menace le Premier ministre rapporté par le Populaire. À propos de Petrotim Sénégal, ajoute Le Soleil, le chef du gouvernement fait savoir que c'est une filiale qui appartient à 100% à Petrotim Limited. Depuis quelque temps, signale la Tribune, le paysage politique est pollué par les affaires ArcelorMittal et Petrotim qui éclaboussent le gouvernement et le frère du président Macky Sall, Aliou Sall. Ainsi indique le journal, accusation contre accusation et dénégation se succèdent. Pendant ce temps, souligne mon confrère, chaque parti semble sûr de son fait que finalement la question qui s'impose est de savoir à qui se fier. Si on se fie en tout cas à Mohamed Boun Abdallah Dionne, dont les propos sont rapportés par Libération, les 150 millions de dollars équivalent à 75 milliards de francs CFA ont été comptabilisés dans les comptes de l'État. De toutes les façons, informe la Tribune, la sortie du Premier ministre va connaître une réponse appropriée car, explique le journal, le Front patriotique pour la défense de la République compte se réunir cet après-midi pour apporter la réplique qu'il faut à la sortie de Mohamed Dionne. Mais déjà, écrit le quotidien de 10 médias, Ousmane Faye, membre du FPDR, n'a pas attendu ses camarades pour répondre au chef du gouvernement. Les informations qu'il a fournies sont mensongères, fait-il savoir. Du côté du Parti démocratique sénégalais, relève enquête. On attend les réponses de Macky Sall. Quoi qu'il en soit, retient Direct Info, le Premier ministre cogne Wade et blanchit les salles. Mais pense Daouchou, avec l'arrivée de Wade dans les prochains jours, des rebondissements pourront s'opérer. En attendant, constate Sud Quotidien, Dionne brandit sa vérité des faits. Mohamed Dionne assure qu'en place a fait publier les contrats hier, ce qui fait dire au journal que l'État exhibe ses preuves. Des preuves qui, avertit mon confrère, n'ont pas du tout convaincu l'Alliance Sauvons le Sénégal. La structure rapporte qu'en place relève l'absence de date, de numéro du décret, de cachet, d'entête et des pages qui manquent. De ce fait, note le quotidien, la sortie de Mohamed Boun Abdallah ravive la polémique, tout le contraire du Parti socialiste qui renseigne Le Soleil, loue la clarté de l'exposé du Premier ministre. Conséquence, relève l'Observateur, Mohamed Boun Abdallah Dionne clôt le débat à propos des affaires ArcelorMittal et Petrotim. Le débat sur la traque des biens mal acquis n'est pas encore clos. À en croire le Canard de l'immeuble Elimandour, Paris a rapatrié les bijoux de Karim et de Karine, des bijoux d'une valeur de plus de 40 millions de francs CFA, rassure l'Observateur. 16 milliards de francs CFA, c'est selon Warsport la somme proposée à Papis Demba Cissé par Manchester City. L'entraîneur du club anglais Pellegrini, informe le journal, veut l'enrôler pour qu'il remplace son buteur Agüero, blessé. Cependant, signale Warsport, sa participation à la CAN ainsi que son problème de genou constituent des facteurs de blocage. Bonne lecture. Un grand merci à vous, Gorgui Samba Ndiaye. Ainsi prend fin ce journal. Un grand merci du côté technique à El Hadj Ndiaye et à Aïssatou Diagne. Merci également côté rédactionnel à Ousmane Sène pour la réalisation de cette édition. Et merci côté esthétique à Abindour. Vous allez retrouver à partir de 14h Nekoumba Diop pour l'édition en Wolof. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Walf TV. Votre fidélité, notre fierté.